Bienvenue dans le Café littéraire entre bachelières, un podcast créé par 6 futures bachelières en éducation passionnées par la littérature jeunesse et son potentiel dans l'éducation. À travers notre parcours universitaire, nous avons fait un mémoire de recherche en lien avec la littérature jeunesse. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plus d'1 an et demi déjà. On a sondé plus de 30 personnes enseignantes et plusieurs experts qui utilisent la littérature jeunesse pour en apprendre davantage. Oui, le but de notre podcast, c'est vraiment d'explorer les multiples facettes de la littérature jeunesse, puis vraiment de comprendre comment elle peut être intégrée de manière innovante dans les planifications. On tient vraiment à rappeler qu'on n'est pas des expertes. On fait que partager dans le podcast là, ce qu'on a appris à travers notre mémoire avec les personnes enseignantes qu'on a sondées et nos personnes expertes. Donc, juste prendre ça en considération. Donc, on vous invite à nous rejoindre dans cette expérience où on va partager des recommandations de livres, des analyses plus approfondies, des trucs pour bien utiliser la littérature jeunesse, puis des idées créatives pour inspirer la prochaine génération de lecteurs. Donc, tu veux-tu dire ton Oui, nom? bien, moi, c'est Joëlle. Je suis finissante au BEPP et j'ai participé au projet de mémoire avec les filles. Oui, puis moi, c'est Audrey-Anne. Je suis aussi finissante dans quelques semaines. Mm-hmm. Puis on a toutes fait le mémoire ensemble. Donc, c'est notre produit final. Puis aujourd'hui, on reçoit une invitée spéciale. Oui, donc bonjour, moi c'est Maëlle, j'ai 23 ans. Je faisais partie également là, du projet pour le mémoire sur la littérature jeunesse. Sinon, pour ce qui est de mes expériences de stage, en fait, là, j'ai fait un peu l'étayage là, de tous les niveaux. Là. J'ai passé de la maternelle jusqu'à la 5e année. Je n'ai pas fait la 6e année, mais tout de même, ça ressemble à ça. Je vais finir mon bac bientôt. Oui, comment tu te sens de finir ton bac? Là? J'ai tellement hâte. Là. T'as hâte? Ah, j'ai hâte. Mais dans le sens où... J'ai hâte, mais en même temps, j'ai un peu de peine parce que je sais qu'on se verra plus aussi souvent. Mais les études, là, je commence à être un petit peu tannée. La 4e année, surtout. Oui. Fait que là, il y a plus de fébrilité que de stress là, à commencer sur le marché de l'enseignement. Oui, absolument. Oui. Puis toi, tu restes ici à Sherbrooke? Oui, pour les 2 prochaines années au moins. Là. Au moins, oui. Ouais. Fait que t'as hâte d'avoir ta classe. Oui, t'as-tu un nouveau coup de cœur? Oui. Donc, je vais pas... me différencier vraiment des autres, là, mais... On a un indice. Voilà, donc moi, ça a toujours été le 2e cycle. Avant même que je commence le baccalauréat, je savais que la 3e, 4e année, c'est vraiment des niveaux que j'allais cibler un peu plus. Non seulement parce que les élèves, je trouve qu'à ce moment-là, ils ont une certaine autonomie pour se débrouiller, mais en même temps, sont pas trop vieux, donc ils sont encore dans l'imaginaire. Ouais. Il y a encore... Les codes spéciales avec les 2e cycles. Exactement. Donc, aussi par rapport au contenu didactique, là, à partir de la 3e année, c'est là que je trouve que ça commence à être plus intéressant, notamment pour l'histoire et citoyenneté qui commence à cette année-là. Donc, c'est vrai qu'au 2e cycle, il y a des matières qui ne sont pas nécessairement là au 1er cycle. Oui, sciences, Ouais, univers social. Surtout que toi, univers social, on sait que c'est une de tes c'est mon coup de cœur. dada. Oui. Ah, c'est vrai, on dirait. Je les ai pas enseignés à mon dernier stage, donc ça me sort un peu de la c'est ça, tête. au 1er cycle, on y touche pas. Non, on fait beaucoup de français maths. Ouais. De asseoir les bases pour justement qu'après, on soit capable de rentrer dans des sujets plus diversifiés. Oui. Génial. Donc, avec toi, dans l'épisode, on va aborder quand même plusieurs sujets aujourd'hui. Pour partir un petit peu plus large, là, justement, on se demandait, est-ce que, selon toi, c'est possible d'intégrer la littérature jeunesse en classe, en dehors du français là, traditionnel, là, de la façon qu'on est comme plus habitué de le voir, même en classe ou même à l'université? Là? Oui. Donc, oui, absolument. Je trouve que même si je n'ai pas beaucoup d'expérience en enseignement, là, on a eu la chance quand même... avec le bac, avec le mémoire, de découvrir des façons d'intégrer la littérature, justement. On a eu plusieurs matières, plusieurs enseignants au baccalauréat qui nous ont présenté certains albums, dont une qui est devenue une de nos expertes qu'on va parler plus tard un petit peu. Donc, je pense que l'intégration en tant que telle, la littérature, c'est pas un problème, ça devient une difficulté quand on veut l'intégrer plus profondément, quand on veut l'intégrer à plus de place, qu'on veut aller plus loin que juste une amorce, en fait, là. Qui est souvent utilisé par plusieurs d'entre eux. Là. Même moi, je suis coupable. Là. Ouais, moi aussi, Un livre comme amorce, là. Mais ça fait des... Mais oui, ça fait des super c'est toujours des super belles amorces, là, oui. Fait qu'il y a possibilité de l'intégrer à travers plusieurs disciplines. Nous, on l'a vu, puis tu vas justement en parler davantage. Oui. Comme là, on sait que... Mais c'est parce que souvent, on doit associer ça au français, vu que c'est de la lecture, c'est de l'écriture. Fait que veut pas, on se dit...
c'est sûr que ça rejoint le français. Mais comme on a vu que ça peut aussi rejoindre les sciences et technologies, oui, est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus? Oui, donc pour ce qui est des sciences et technologies, je vais juste aller retrouver. Puis pendant ce temps-là, tu sais, on disait, mais je trouve que le bac quand même, tu sais, parce que des fois, on a des réserves par rapport à certaines façons dont on a appris certaines choses. Mais je trouve que le bac, il nous a quand même vraiment amené à nous questionner sur avant, moi, je me serais pas nécessairement. Maintenant, je lis un livre, là, je vais à la librairie, je lis un livre, puis je suis comme, là, tout ce qui me vient en tête, c'est, OK, interdisciplinarité, oui, comment je pourrais l'aborder de cette façon-là, comment je pourrais le faire. Tandis qu'au début de mon parcours, c'était un livre, pour moi, c'était justement un livre, c'était du français. Fait que là, avec le mémoire qu'on a passé tellement d'heures, tu sais, le mémoire, il faut se le dire, là, depuis 1 an et demi, on passe un bon 8 heures par semaine quand même à faire des recherches là-dessus. Là. Fait que c'est sûr qu'on est devenu... c'est ça, on pense différemment, je pense, puis c'est ça qui va nous aider à mieux intégrer la littérature. Là. Je pense qu'un coup que tu sais qu'il y a des possibilités ailleurs, dans d'autres matières, bien justement, là, ça devient plus facile que quand tu vas à la bibliothèque, tu trouves un livre, bien, tu les vois, les possibilités, puis tu cherches. C'est ça, quand il y a le déclic qui se fait. Fait que t'es pas juste bogué au français. Non, c'est ça, ça devient un réflexe d'aller chercher un peu plus loin que juste le français comme à l'habitude. Il y a tellement d'avenues possibles. Fait. Donc, pour ce qui est des sciences, là, c'est sûr qu'on ne peut pas remplacer l'expérience, la manipulation. Non. Donc, l'élève qui vit vraiment là, le fait d'expérimenter des choses. Mais je pense qu'il y a tellement de beaux livres qui peuvent venir faire une connexion justement avec la science, qui peuvent nous amener justement à venir faire telle expérience parce que ça nous met en contexte, un contexte, oui, imaginaire au départ, mais ça nous amène à faire des liens aussi avec le contexte réel, dans le sens où l'élève, peut-être que dans le livre, il va voir un arc-en-ciel, par exemple. Là, on va l'amener à se questionner un peu plus loin. OK, un arc-en-ciel, as-tu déjà vu ça, toi aussi, dans la vraie vie? Là, oui, OK, mais dans quelles conditions tu as vu l'arc-en-ciel? Puis là, il va dire, bon, ben soleil, peut-être qu'il y avait un petit peu de pluie. OK, mais comment ça se fait qu'on voit juste les arcs-en-ciel quand il pleut? Hein? Donc là, on va aller chercher plus loin. On va aller faire des expériences par rapport à ça. Donc, c'est vraiment... Là, on parlait tantôt qu'il ne faut pas utiliser juste comme amorce, mais je pense que ici, c'est... En science, c'est vraiment une belle amorce parce que ça vient contextualiser un petit peu plus Puis si je peux rajouter, dans un des cours de sciences, justement, ils nous avaient demandé d'utiliser un album jeunesse pour créer une station d'apprentissage. Puis je me souviens que, pour ma part, oui, je l'avais utilisé un peu comme en amorce, mais j'avais arrêté la lecture du livre parce que des fois, avec les livres qui abordent des contextes, mais c'est des histoires, on s'entend, mais qui abordent des contextes plus liés à la science et à la techno, les réponses, des fois, peuvent se trouver au fil de l'histoire. Donc, tu sais, de pas hésiter à prendre ce livre-là puis de dire, OK, je vais l'exploiter dans cette matière-là, mais de dire, hey, on arrête l'histoire en plein milieu parce que je veux vous laisser réfléchir. Puis, tu sais, de le nommer aux élèves, là, que je sais que vous êtes capables, on va lire après. Puis, tu sais, ça sert un peu comme au contraire, c'est comme la finalité de voir, OK, ce qu'on a expérimenté, puis ce qu'on a créé, puis les hypothèses qu'on a faites, puis etc. Est-ce que, dans le fond, le livre puis l'auteur nous confirment les mêmes choses? Puis, si oui, est-ce qu'on peut, après, le réexpérimenter, tu sais, de faire des réajustements, puis tout. Fait que je pense qu'on peut aussi exploiter les livres de cette façon-là, puis ça peut devenir vraiment intéressant. Tu peux tellement toucher à plusieurs étapes de la démarche scientifique avec un livre, tu sais, sans oublier que l'expérience et la manipulation sont super importants. Et tu peux tellement toucher à d'étapes. Non, c'est ça. Avec les livres, puis tu sais, il y a tellement de livres. Je sais qu'on en présente à la fin, là, mais il y a tellement de livres, tu sais, justement, juste pour ce travail-là qu'on avait à faire. Tu sais, je me rappelle, moi, c'était, tu sais, tout comment que ça... C'est tous des éléments qu'on avait reliés à la PDA, qu'on connaît. Oui, c'est ça, exactement. Qu'on connaît bien, c'était vraiment facile de la PDA, mais tu sais... Je me souviens qu'on en avait fait un sur la statique. C'est ça, l'électricité statique. Tu sais, moi, j'avais touché à la métamorphose de la chenille en papillon. Ouais, moi, j'avais transformation d'énergie. Tu sais, c'était vraiment différent. Tous des livres jeunesse qui touchaient à tellement d'aspects totalement différents. Je sais qu'il y a plein de livres qui se font aussi sur les abeilles, pourquoi c'est important, c'est quoi que les abeilles nous... Fait que c'est vraiment... Exactement. On en a gros à notre disposition. Oui, là. c'est ça. Comme Joëlle disait, justement, là, une fois qu'on est en contexte avec l'histoire, mais là, à ce moment-là, c'est notre rôle un petit peu d'aller chercher l'élève, d'aller chercher son hypothèse, parce qu'il faut qu'il développe sa pensée créative, il faut qu'il développe ses questionnements par lui-même. Donc, il ne faut pas trop lui mettre les mots à la bouche. Donc, c'est important de donner ce moment-là à l'élève pour qu'il puisse réfléchir par lui-même, en effet. Puis si on sort un petit peu des sciences techno, moi,
la matière avec laquelle j'aurais un petit peu plus de difficulté, peut-être, c'est plus au niveau des concepts là, complexes en univers social. Tu sais, l'espace, le temps, la société. Comment tu penses qu'on pourrait intégrer les livres jeunesse dans cet univers-là? En fait, là, souvent, c'est la matière qui revient justement comme étant une des plus difficiles en lien avec la littérature jeunesse, parce qu'on s'entend aussi que les concepts ont changé depuis certaines années. Oui. Donc, il y a des mots qu'on ne peut plus dire qui sont encore dans la littérature. Donc là, à ce moment-là, il faut adapter le livre selon les mots qu'on utilise maintenant pour pas être diffamatoire envers Oui, c'est certaines possible communautés. de changer un mot dans un livre pour le mettre au goût du jour. Exactement. Là. Ouais. Donc, il ne faut pas se brimer par rapport aux mots qu'on ne peut plus utiliser, parce qu'on peut facilement les changer là, sans que ça vienne changer la conception de... Je pense que certains mots, moi, au début, après les cours qu'on avait à l'université, on dirait que dans ma tête, j'étais comme, si, là, mettons, certains mots se retrouvent dans les livres, je vais juste comme vraiment pas les utiliser. Puis j'avais une discussion par rapport à ça avec ma prof de stage, puis une de mes enseignantes de stage, puis elle m'avait dit, tu sais, au contraire, ça peut être aussi un bon moment pour, même si on veut vraiment les sortir le plus possible de la vie des élèves, ils vont y avoir accès à ces livres-là tôt ou tard. Fait que c'est plus, au contraire, justement, en tant que passeur culturel, puis dans notre rôle de médiateur avec le passé, mettons, puis les réalités actuelles, tu sais, de prendre le moment, justement, pour décontextualiser ce mot-là, puis vraiment enseigner de pourquoi maintenant on le dit plus de cette façon-là, ou c'est quoi, comment, tu sais, faire une éducation sur comment les personnes X ou Y pourraient se sentir par rapport à ce genre de choses-là. Encore une fois, on vient faire un peu d'interdisciplinarité avec tout ça, puis je pense qu'il faut pas les bannir, au contraire, parce que il y a des beaux livres, malheureusement, qui... Non, c'est ça. Puis tu sais, si tu fais juste changer le mot, l'essence du pourquoi on n'utilise plus l'ancien mot, aujourd'hui, on l'a perdu. Fait comme c'est vrai que... Puis les élèves ont accès au texte, là, sont rapides, les élèves. Là, ils vont savoir que puis t'as dans pas leur lu le année bon. antérieure, Là, c'était des mots différents qu'ils utilisaient aussi. Ils en ont entendu parler. Oui, ça c'est fait ça. partie de la culture qui se développe tranquillement, parce qu'on s'entend que la culture n'est pas parfaite, elle s'améliore d'année en année. Donc, c'est important d'en parler, c'est important de les sensibiliser au fait que, bon, tu as déjà entendu certains mots. Ces mots-là, maintenant, on les change parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se sentir offensées c'est ça, par d'expliquer le pourquoi du comment derrière tout Exactement, parce que s'ils ne le savent pas, mais ces mots-là sont juste des mots qui vont continuer à dire, justement. Oui, exactement. L'univers social, je m'excuse. Oui, j'étais partie dans une autre. C'est bien correct. Je pense aussi que, dans le fond, là, quand on amène un livre en univers social, un livre de littérature, ça fait en sorte que l'élève est beaucoup plus engagé, parce qu'à ce moment-là, il peut s'engager émotionnellement par rapport au personnage. Il va faire des liens avec, sa réalité d'aujourd'hui, mais vu qu'il va avoir des images, il va avoir... un contexte imaginaire un petit peu plus aujourd'hui. Oui. C'est pas juste une information née à tel endroit, mettons. Non, exactement. Ça peut être moins parlant. Donc, ça va venir concrétiser, encore une fois, pour l'élève. Ça va venir le sensibiliser. C'est encore mieux si, dans l'œuvre, c'est un personnage qui a à peu près le même âge que les élèves, parce qu'ils vont s'identifier encore plus. Et là, à ce moment-là, c'est là que la curiosité embarque. Ils peuvent se comparer facilement. Exactement. Et aller chercher des... Exactement. Et à travers la littérature, bien, c'est sûr que là, on embarque dans une culture, là, dans le fond, une perspective multiculturelle, dans le fond, parce qu'il n'y a pas un livre qui va être pareil. Donc, on va aller voir différentes façons de voir certaines cultures. Donc, je pense que c'est important d'explorer plein de visions différentes. Et ce qui arrive, c'est que dans un manuel didactique, souvent, c'est les mêmes images, les mêmes personnages. Oui, donc, on le sait. Tout ce qui est habillement, vêtements, mais parfois, ça peut changer. Là. Ouais. Non, c'est ça. C'est pas tout le monde qui s'habille nécessairement de cette façon-là. Non, exactement. Non, puis on s'entend que, je parle pour moi, mais en univers social, c'est une matière qui peut être difficile. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt envers cette matière-là, comme un élève, c'est difficile. Comme toi. Non, c'est difficile d'enseigner, mais c'est difficile aussi pour un élève qui n'a pas d'intérêt, parce que comprendre le passé, c'est très, très loin pour eux. C'est difficile. C'est loin de leur réalité. De comprendre comment ça se passait dans le passé, mais qu'aujourd'hui, toi, tu vis de telle façon. Puis, tu sais, ils ne voient pas le passé juste l'année 1802, là. Non, c'est Ils ça. voient tellement de sociétés. Exactement. Et eux, là, juste pour vous dire, là, moi, je suis née dans les années 2000, là, mais pour eux, les années 2000, c'est l'ancien temps. C'est loin. C'est l'ancien temps. Donc là, on va pousser encore plus loin que l'ancien temps. Hey, c'est loin longtemps pour un enfant. Oui, mais c'est...
en troisième année, tu sais, si je me fie, admettons, puis j'ai fait un stage en troisième, puis tu sais, le contexte, justement, de temps, tu sais, il y a un mois ou hier ou la semaine passée, tu sais, quand on demande, mettons, juste dans les causeries, de la notion de temps puis de se situer dans le temps, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile pour tous les élèves. Donc, justement, comme tu dis, avec les histoires, en montrant des images, puis en se plongeant vraiment dans ces réalités-là, je pense que ça peut un peu les aider à... pas ça soit pas parfait, là, mais que ça facilite le processus. Non, mais l'histoire, ils vont partir dans leur imagination, ils vont se faire une image de ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent. Exactement. Tandis que, justement, avec juste le manuel de base qu'on connaît, Christophe Colomb, telle date, Jacques Cartier, telle date, ça n'a pas de sens pour eux. Personnellement, dans mon dernier stage, on utilisait un document qu'on avait trouvé sur Récite. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de texte. Ouais. Oui. Donc, c'est bulky en anglais, désolée de l'anglicisme, mais c'est très... c'est ça, chargé. C'est chargé. Donc, l'élève, il décroche, il voit pas. Et tu lui parles des Iroquois, mais là, il faut qu'il y ait une image qui se rattache à ça. Puis dans la littérature, bien, on a tellement d'images, on a juste ça à leur donner, justement. Tout ce qu'ils ont à faire, bien, c'est de nous écouter. Donc, c'est pas la lecture que là, je dois surligner à la bonne place. Ils embarquent dans l'histoire, donc ça les marque, ça vient les ancrer, là, ça fait un ancrage. Puis, tu sais, de plus en plus, justement, on se trouve, tu sais, parce que troisième année, là, on le sait, c'est par rapport plus aux communautés autochtones, etc. Puis, tu sais, de plus en plus au Québec, même maintenant dans nos références dans notre référentiel en tant que professionnel, tu sais, ça en fait partie. Puis, tu sais, de justement, là, de s'ouvrir à ces réalités-là. On a un peu la tâche plus facile, je trouve, que les enseignantes il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, parce que nous, maintenant, c'est sur le marché. Donc, il y en a vraiment partout là, quand on s'y met. Là. Vraiment, il faut juste prendre le temps de chercher un peu. Là. Exactement. Je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, juste, je tiens à dire aussi qu'on le répète vraiment souvent, là, mais tu sais, on se rappelle, Emmanuel, c'est un clé en main. Fait que moi, je sais que l'univers social, je serais vraiment pas prête demain à l'enseigner avec la littérature. Puis, je pense que on peut pas nier que tu peux pas enseigner l'univers social seulement avec la littérature jeunesse. C'est pas assez développé aujourd'hui. C'est pas assez sur le marché, je pense. Non. Fait que c'est sûr que, exemple que je prends en position, j'utilise le manuel, mais avec plein d'autres ressources. Je vais venir complémenter avec des livres, avec des vidéos sur récits, univers social. Tu peux trouver tellement d'images sur Internet. Fait que je pense que c'est de venir bonifier justement pour aider l'élève dans sa compréhension. Mais il faut rappeler, tu sais. Puis, tu sais, on part pas un débat là-dessus, mais mettons, moi, dans mon stage, on n'en avait pas de cahier en univers social, puis on utilisait juste Récitus. Puis, ça aussi. Ça sert un peu de cahier. C'est sûr qu'il faut avoir d'autres. Tu sais, comme tu dis, il faut bonifier, là, mais. Je pense, je sais pas si je me trompe, mais les cahiers sont-ils en lien avec Récitus? Oui, il y en a beaucoup. Ben, il y en a beaucoup, c'est les mêmes images. Oui, c'est ça, parce que c'est ça. Oui. Tu sais, sinon, c'est vraiment une belle ressource à utiliser, même si ça peut être. Voilà. OK, d'où? Tu y vas-tu? J'y vais? Ben, vas-y. T'as l'air bien partie. Non, mais est-ce que dans le fond, c'était complet pour l'univers social? Oui. En fait. Bien, on se disait aussi là, une autre matière qu'on a travaillé, mais qu'on a cherché dans notre mémoire, puis qu'on s'est questionné là-dessus, c'est l'éducation à la sexualité. On sait que c'est pas une matière qu'on touche à tous les niveaux, mais c'est quand même... Bien, maintenant, avec le programme CCQ, oui. Bon, vous voyez, aujourd'hui, oui. On commence en maternelle. C'est ça. Bon, tu sais, justement, dans notre cours de CCQ, on a eu une conférence là-dessus, puis tu sais, on vient de la voir. Fait que c'était vraiment plus tard qu'on avait fini notre mémoire, mais tous les albums jeunesse qu'elle nous a présentés en lien avec ça, se comparer, mettons, à l'univers social, c'est tellement développé, puis il y en a tellement sur le marché, mais on sait aussi que ça peut être bénéfique pour les élèves, tu pourras en parler, mais que ça peut être bénéfique aussi pour les enseignants d'utiliser la littérature jeunesse, surtout dans la matière éducation à la sexualité. J'ai l'impression que c'est quasiment encore plus bénéfique pour les enseignants, oui, dans le sens où je sais pas, mais il y en a probablement qui sont plus à l'aise que moi avec cette matière-là. Mais moi, c'est quelque chose que je me garde une petite gêne. J'ai été élevée un petit peu de manière un peu plus conservatrice, donc j'étais un petit peu plus gênée par rapport à ça. Et le fait d'avoir des personnages, de la littérature à côté de nous, bien, on se met dans un personnage. Donc là, c'est pas nous qui enseignent l'éducation à la sexualité. C'est vraiment, c'est Toby qui se découvre. Merci, Toby. Exactement. Donc là, les mots un peu plus...
un peu plus... Oui, les mots qui peuvent comme... Mais pas gênants, mais comme... Oui, un pénis, là, ça fait toujours rire tout le monde, tous les élèves. Là, mais là, mais dans un livre, c'est tellement bien amené, c'est tellement bien contextualisé que même si certains élèves vont rire, mais là, à ce moment-là, tu te dis, mais c'est une histoire, là, c'est dans l'histoire, les élèves. Là, c'est normal d'en parler, ça fait partie de notre développement, là, c'est correct. Donc, c'est vraiment rassurant. Il y a plein de livres aussi sur la sexualité. Je sais que, tu sais, les auteurs travaillent tellement fort pour trouver des bonnes idées puis des bons concepts puis des bonnes façons d'amener les choses que je trouve, encore une fois, on dirait que je suis comme beaucoup là-dedans avec les épisodes, mais tu sais, enlève-toi un peu de poids sur tes épaules puis prends le livre là, pour suivre cette piste, justement. Là, tu parlais de Toby, le personnage inventé, mais tu sais, suis là la piste de Toby, tu sais, les auteurs, puis il y en a plein des auteurs aussi. J'avais lu un texte là-dessus qui font affaire aussi, tu sais, avec des psychoéducatrices puis etc. pour justement vraiment avoir le côté pédagogique dans le livre. Je pense que les auteurs font de plus en plus attention à ça. Fait que dans un contexte où justement on sent un peu moins, tu sais, parce qu'on s'entend que nous, le programme a changé à la fin de notre bac. Fait on n'a pas eu de cours sur l'éducation, on n'a pas eu de cours sur comment enseigner l'éducation à la sexualité, sauf une conférence une fois dans tout notre parcours universitaire, quand même de 4 ans. Là. Encore l'année passée, c'est pas toutes les commissions scolaires qui faisaient CCQ, donc on est encore dans l'éthique et culture. Donc, puis je doute même si cette année, tu sais, je pense que c'est vraiment à partir de l'automne prochain que ça devient obligatoire, mais tu sais, il y a encore des enseignantes cette année qui ne l'utilisent pas, le nouveau programme. Fait que même pour nous qui commencent sur le marché, moi, je me sens pas nécessairement... C'est pas la matière que je me dis, c'est facile, je vais être capable de le faire. Là. On sait que c'est un sujet, tu sais, pas plus sensible. Mais c'est controversé un peu plus. Oui, c'est ça. Il y a des parents qui sont pas toujours d'accord avec le fait qu'on enseigne aussitôt. Tu vas recevoir des courriels de parents super fâchés qui vont être contre ça. Il y a des parents qui vont t'encourager. Il y a des élèves qui vont réagir d'une façon, d'autres d'une autre. Tu sais pas, c'est une matière, c'est pas enseigner les fractions, là, on s'entend. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Les référents personnels, à ce moment-là, ben non, ils prennent le bord, là. C'est ça, là, ça devient malaisant. Tu sais, on dit toujours qu'il faut se rapprocher le plus possible de l'élève puis de sa réalité. Puis je trouve que dans ces enseignements-là, oui, il faut le faire, mais en même temps, de pas trop, parce que, tu sais, même les élèves, ça les rend inconfortables. Fait que, tu sais, de pas trop, justement, dire « Ah, mais toi, t'es un petit garçon comme si... » Non, c'est Toby, là. On parle de Toby, puis on parle de Mélie, là. Tu sais, c'est fait un peu de s'éloigner un petit peu d'eux, surtout avec les plus jeunes. Je pense qu'ils sont capables peut-être de comprendre un petit peu plus de choses, puis ils sont capables de tu sais, ils s'y réfèrent quand même, mais c'est comme moins personnellement ciblé. Oui, puis les livres en soi, ça va aussi les amener à réfléchir. Puis justement, tu sais, je sais pas par cœur c'est quoi, qu'est-ce qu'ils voient en quelle année dans le nouveau programme CCQ, mais tu sais, je sais que des fois, c'est juste les stéréotypes de genre. Tu sais, il y a tellement de livres là-dessus. Par exemple, je sais, lui, d'Élise Gravel, là, le rose, le bleu, et moi ou et toi, quelque chose comme même. Tu sais, il y a tellement de livres là-dessus, pas qui touchent pas au volet sexualité, mais tout aux autres enjeux reliés à cette matière-là. Fait que là-dessus, je pense vraiment... on manque pas de ressources pour... Non, c'est ça. Et le volet discrimination, je pense que c'est un volet qui est quand même très important, qu'on revoit sur plusieurs années, parce que malheureusement, ben, c'est encore un débat dans la société de nos jours. C'est encore une problématique. Donc, il y a tellement de livres par rapport à ça. Je vais vous présenter justement mon Boris tantôt. Vous allez voir justement par rapport aux stéréotypes de genre. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est super intéressant. Puis c'est un nouveau monde. Et souvent, parce que c'est des livres relativement récents, ils sont super beaux, sont super bien écrits, bien développés. Oui, puis comme vu que c'est un autre personnage, les élèves vont réfléchir sur les actions des personnages. Tandis que si tu leur demandes de réfléchir sur leur action à eux, là, ils vont être clouless, ils ne sauront pas quoi dire. Ils vont vouloir te donner la réponse que tu veux entendre. C'est ça, mais là, c'est le personnage. Là, ils vont tellement chercher loin dans leur réflexion. Puis là, c'est beau d'avoir des discussions parce que justement, c'est en CCQ, fait qu'on veut des discussions éthiques, des discussions ouvertes. Exactement. C'est ça qu'on va chercher. Et c'est là qu'ils vont se permettre d'avoir des questionnements, justement. Ils vont être plus ouverts. Parce que quand c'est des questionnements personnels, ben, c'est plus gênant. Tu veux pas. Exactement. Mais là, si c'est un personnage qui le vit, ben là, à ce moment-là, OK, ben j'ai peut-être certaines questions. Tu sais, ce personnage-là, ben comment il vit ça? Ou qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ou des choses comme ça. Donc, le questionnement, il vient plus facilement à l'enfant lorsqu'il y a une certaine déconnexion, là, comme tu disais tantôt, Joël. Oui. Je suis bien d'accord. On sort du contexte de personnel, puis on rentre dans quelque chose d'un peu plus concret. Mais selon les recherches qu'on a effectuées dans le mémoire, moi, c'est quelque chose que je connaissais vraiment pas beaucoup avant. Puis, quels sont les avantages, tu penses, qu'on peut, à l'utilisation de la littérature jeunesse pour l'apprentissage des mathématiques? Oui, donc le gros point,
ça rend les mathématiques vraiment plus concrets. Okay. On s'entend que les mathématiques, quand on rentre dans l'addition, la soustraction et tout ça, c'est des concepts qui sont vraiment abstraits dans la tête de l'enfant au départ, d'où le fait qu'on commence souvent avec du matériel de manipulation pour favoriser la compréhension de l'enfant. Mais si en plus de ça, on amène de la littérature, bien là, il va non seulement, oui, avoir du matériel avec lui, mais il va avoir des images qui vont pouvoir se faire dans sa tête par rapport à la soustraction. OK, la soustraction, c'est quoi? Bien là, je vais repenser à telle histoire. Ou l'addition, mais là, ah oui, j'ai mes petits pingouins qui s'additionnent, là, je les vois dans ma tête. Donc, ça va venir concrétiser beaucoup pour l'enfant. Ensuite, bien, c'est sûr qu'il y a l'engagement et l'intérêt, hein, parce qu'il y a du narratif, il y a du visuel. Donc, ça fait en sorte que l'élève, il est comme en immersion. Il vient interpréter les choses d'une autre façon que si c'était juste un manuel tam-tam. Bon, ben là, il t'explique comment faire, maintenant tu le fais. Donc, tu le fais sur 8 pages. Exactement. ABCD. L'élève va l'intégrer beaucoup plus en profondeur parce qu'il va être en immersion dans l'histoire. Donc là, il va se questionner, il va aller plus loin par rapport à ça. Sinon, bien, c'est sûr que ça revient un petit peu à la concrétisation, mais ça favorise la compréhension conceptuelle. Okay. Ça fait en sorte que les concepts, tu les vois à travers plusieurs situations qui sont significatives pour toi. Et plus tu les vois de façon significative, mais là, à ce moment-là, plus ta base devient solide. Donc, ça vient solidifier tout ce qui est concept. Puis on sait qu'en maths, c'est super important d'avoir ta base. Puis on l'a abordé un peu dans un autre épisode, mais à quel point, justement, tu sais, des fois, les élèves sont tellement habitués que de juste apprendre, OK, dans cette situation-là, j'ai fait ça, que quand, mettons, il faudrait qu'ils fassent ça dans un autre contexte, mais des fois, ils sont pas capables de le faire parce que, justement, ils ont juste vu dans un contexte toujours la même chose. Dès qu'on sort du contexte de base, exactement, ils savent plus quoi faire. Et c'est tout à fait ça. Je me rappelle encore, là, quand que j'étais jeune, j'avais appris plus petit, plus grand ou égal. Et mon enseignante avait, je ne sais plus si c'était un album ou c'est elle qui avait créé une histoire, mais elle avait créé une histoire par rapport à un crocodile. Oui. Et encore aujourd'hui... Les bouches de crocodile. Tu vois le crocodile. La bouche de crocodile. Le crocodile, il a faim. Est-ce qu'il va manger le plus petit ou il va manger le plus grand? Bien, évidemment qu'il s'en va vers le plus grand. Il a un gros appétit, le crocodile. Donc, on voit à quel point que même moi, à 23 ans... Ça t'a suivi. J'étais encore marquée par ça. Je parle encore de mon crocodile, puis je le vois là, dans ma tête. Là. Il est en train de manger, là, je le vois. Là. Donc, c'est vraiment plus concret à ce moment-là. Non, puis c'est ça. Puis, tu sais, les mathématiques aussi... On peut pas nier qu'on peut pas mettre de côté la manipulation. Non, ça, c'est super important. La pratique, les ateliers, tout le concret, ça se fera pas juste non plus par la littérature jeunesse. Mais comme tu dis, ça peut tellement... C'est parce que ce qu'on veut dire, dans le fond, là, c'est que c'est tellement un bon complément pour des matières comme ça qu'on pensait pas, vu qu'on pensait juste que c'était le français. Fait qu'on vient vraiment chercher encore plus d'engagement, de motivation, puis on vient encore plus miser sur les apprentissages concrets des élèves. C'est quand ça. on vient... pas imposer, mais comme proposer des albums jeunesse. Exactement. Puis ça fait en sorte que, oui, on parle beaucoup de manipulation parce que, comme tu l'as dit, c'est super important. On parle également de l'apprentissage du concept en général, mais la conceptualisation, le lien que l'élève vient faire avec sa vie à lui ou avec l'imaginaire, c'est super, super important. Puis c'est ça qui va faire en sorte que ça va le suivre jusqu'à vraiment plus vieux plus tard. Oui. Donc, mais tu sais, juste, c'est ça en maths, je me rappelle, moi, dans mon dernier stage, on voyait que nos élèves avaient un petit peu plus de misère avec les situations problèmes, tu sais, plus longues, de trouver le sens. Fait que, tu sais, le petit problème, que c'est mon enseignant associé qui écrivait, dans le fond, mais il contextualisait au tableau. Par exemple, c'était Fardoche, qui avait 10 employés, et chaque employé cueillait 10 boîtes de pommes par jour. Mais on les voyait au tableau, puis ils bougeaient. Fardoche, c'était vraiment un monsieur... Puis comme Fardoche racontait son histoire, tu sais, il avait comme enregistré sa voix et tout, mais c'était super. Tu sais, oui, c'est du temps, mais Ouais, on a tellement vu la différence sur les résultats des élèves, sinon ils comprennent pas. Je leur donne la feuille, je leur demande de lire l'histoire de Fardoche. Ils comprennent rien du tout, là. Je veux dire, on a des super beaux outils aussi maintenant pour faire ça. On parle de littérature jeunesse, mais tu peux devenir un créateur de littérature jeunesse. Tu utilises Canva, il y a des beaux petits bonhommes. Mais oui, il y a juste plein de t'enregistres choses. ta voix, tu deviens le personnage de ton problème. Les élèves vont le mieux le visualiser, puis là, ça va être dans un contexte. Oui, puis ils vont trouver ça drôle. C'est ça, tellement. Ça, ils aiment tout ça. Hein? Quand c'est nous qui nous entendent à l'écran, là, c'est pas pareil comme d'habitude. Non, c'est ça. C'est la folie. Là, ils nous écoutent. Ah oui, c'est ça. Là, ils nous écoutent parce que c'est pas comme d'habitude. Y vas-tu?
Oui. Ben dans le fond, là, on parle justement là, d'intégrer la littérature jeunesse dans plein de disciplines depuis tantôt. Ça pourrait être quoi les défis potentiels de cette intégration-là? Mais c'est sûr que, premièrement, il faut trouver les bons livres. Donc, il faut avoir... il faut savoir comment choisir nos livres. On va en parler dans un autre épisode, justement, là, des critères de sélection. Je vais en parler un petit peu aussi par rapport à la personne qu'on a interviewée dans notre mémoire, parce qu'elle aussi, elle ressortait des critères. Donc, c'est ça. Une fois que tu as trouvé les bons livres, mais là, après ça, c'est d'avoir une intégration personnelle, vraiment développer des concepts en général. Parce que si, justement, on parle de l'univers social, on parle des sciences, quand tu commences en enseignement, mais c'est pas toujours des choses que tu te rappelles que tu maîtrises à 100%. D'où le fait que, des fois, les manuels, c'est aidant. Oui. À ça, parce que c'est un guide, mais en même temps, tu apprends en même temps que les élèves. Donc, c'est aidant pour ça. Lorsque tu utilises la littérature jeunesse, tu n'as pas cette option-là. Tu dois connaître tes concepts pour pouvoir les relier avec ton histoire, justement. Donc, c'est vraiment là, une compréhension plus de ta part que tu dois avoir. Ça, il faut en être conscient. Sinon, ce que j'aurais à dire, c'est du côté de la planification. On a plus de planification à faire, malheureusement. Il ne faut pas se mentir, là. C'est pas un clé en main, nécessairement. Il y a certains livres qu'on est chanceux. Là, maintenant, sur Internet, on a plein de ressources. Justement, on en parlait dans un autre podcast, qu'on va avoir des ressources, on va avoir des clés en main, mais c'est vraiment pas tous les livres. Donc, souvent, tu as de la planification à faire, tu as des liens à venir créer avant. Tu dois venir contextualiser, bon, avec mes élèves, qu'est-ce qui pourrait ressortir, eux, de ça? Donc, il y a toute une visualisation à faire, une préparation en lien avec ça. Donc, ça peut devenir un peu plus complexe de ce côté-là. Mais... c'est possible. C'est possible. Et avec le temps, je pense sincèrement que ça devient un automatisme. Tu fais des liens plus rapidement. C'est sûr que dans les premières années, on est un peu boboche, comme quand on apprend à écrire. Bien là, on écrit quelques phrases, puis ça prend du temps. Mais après ça, quand ça fait plusieurs fois que tu le fais, mais écoute, là, ça vient plus facile. Et l'expérience embarque aussi à un moment donné. Là. Exactement. C'est sûr qu'en contrat, tu te promènes un peu de niveau à un autre niveau, mais quand tu es vraiment seté comme il faut, tu connais là, c'est ça. Tes contenus à enseigner, puis tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu ailles chercher pour vraiment le faire comprendre aux élèves. Fait que je pense que ça vient avec les années d'expérience. Exactement, oui. Puis là, on a parlé un peu, on a comme parlé d'un peu toutes les disciplines là, qu'on pouvait l'intégrer. C'est sûr qu'on peut l'intégrer, comme on l'a dit tellement souvent en ECR. Oui. Ça, c'est juste que c'est quelque chose je pense que la majorité fait, qu'on a vu avec nos sondages. En art plastique aussi, s'inspirer d'un style de l'auteur pour les illustrations, s'inspirer d'un livre comme Amorce. On sait que ça fait ça, mais en parlant de plusieurs disciplines, on sait que c'est possible. Toi, tu t'es concentré, surtout dans le mémoire, sur l'interdisciplinarité. Puis comment on intègre ça, l'interdisciplinarité, avec la littérature jeunesse dans une planification? Premièrement, je vais parler des avantages de l'interdisciplinarité. Parce que quand on relie des matières ensemble, quand on les lit ensemble, ça fait en sorte que la contextualisation des concepts est beaucoup plus facile. Hein. Quand on a parlé tantôt, c'est plus significatif pour l'élève. Là, il voit dans la vraie vie comment qu'on applique vraiment des concepts. C'est pas vrai que dans la vraie vie, je veux juste avoir des additions à faire, des choses comme ça. Il y a toujours un contexte qui vient, un contexte à comprendre, un référent par rapport à quelque chose d'autre. Donc, ça vient... oui, lier les matières ensemble, mais ça vient aider à la contextualisation. Ensuite, c'est sûr que c'est très bénéfique pour l'engagement de l'élève, parce que quand on embarque dans l'interdisciplinarité, souvent, on va parler de mini-projets ou de gros projets. Donc là, l'engagement est plus pour l'élève. Il se sent important, là. Ensuite, ça va faciliter, c'est ça, la connexion interdisciplinaire là, par rapport à ça. Dans la planification annuelle, ça dépend comment tu veux l'amener. Parce que, dans le fond, ça dépend de ton approche, ça dépend comment tu veux utiliser la littérature. Il y a plusieurs façons de le faire. Je pourrais donner un exemple là, qui pourrait être par thématique. Donc, tu pourrais l'impliquer dans ta planification par thématique. Bon, décider que ta thématique, c'est le voyage. Donc là, le voyage, ça peut t'amener vraiment avec
diverses disciplines. Là, tu vas voir la culture. Tu vas aller voir, peut-être qu'il faut que je calcule mon billet d'avion, il faut que je me fasse un petit budget. Après ça, là, j'ai peut-être des lettres à écrire à mes parents. Là, je pars en voyage. Donc, des cartes postales. Des cartes postales. Ouais. Et on a plein de beaux livres là-dessus. Donc, ça, en même temps, avec les thèmes, ça fait un lien aussi avec les réseaux littéraires. Tu peux fonctionner par réseau littéraire pour faire des thèmes qui touchent à plusieurs matières en même temps. Oui, tout à fait. Et là, je ne veux pas en parler trop non plus parce que nos experts qu'on a rencontrés, qu'on a interviewés, ils en ont parlé beaucoup par rapport à ça. Donc, ils vont nous ouvrir d'autres portes. Donc, on va en parler plus loin. Mais je vais venir faire, par exemple, une distinction. Parce que là, oui, on parle d'interdisciplinarité, mais il y a aussi le concept de multidisciplinarité. Ce qui veut dire que les disciplines, tu peux les prévoir individuellement aussi. C'est pas toujours obligé d'être ensemble. Parce que l'interdisciplinarité, c'est plus complexe un petit peu parce que tu dois venir faire des liens. Alors que si on veut enseigner, par exemple, là, la littérature avec la multidisciplinarité, bien là, à ce moment-là, tu peux prendre un album pour travailler une discipline spécifique. Donc là, aujourd'hui, je prends cet album-là et je vais juste parler de CCQ. Je ne ferai pas de lien avec d'autres matières. Et souvent, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire parce qu'en commençant, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est ce qui demande le moins de planification. C'est ce qu'il y a de plus évident. Donc, ça vient faire un pont entre... non, c'est ça. Ça vient faire un pont, oui, entre les différentes matières, mais sans faire de lien entre les deux. Donc, il y a peu de liens, sinon ils sont inexistants là, avec l'interdisciplinarité. Par exemple, là, j'ai parlé de CCQ, l'éthique, mais on pourrait explorer un livre qu'on prend seulement pour les mathématiques, seulement pour les arts, etc. Donc, on ne ferait pas de lien avec d'autres concepts. Puis, la deuxième façon, qui est un peu plus complexe, c'est l'interdisciplinarité. Mais, je vous le dis, ça vaut la peine. On passe par là éventuellement. Là. Puis d'ailleurs, le Boulet nous le dit que le développement de la littératie se fait, oui, par le développement multidisciplinaire, mais aussi par l'interdisciplinarité. Parce que c'est là qu'on va créer... Juste pour dire, le Boulet, c'est un auteur qu'on s'est grandement inspiré dans notre podcast. Nous, on le connaît. Merci à Boulet pour tous tes travaux. Donc, l'interdisciplinarité, ça sert pour une approche plus intégrée de tes matières. C'est là que ça va rester le plus pour tes élèves, là, vraiment. Là. Donc, au lieu de séparer les matières, on vient créer des liens entre elles. Les élèves peuvent faire des connexions en différents domaines de connaissances à ce moment-là. Par exemple, là, je pourrais parler je pourrais amener une histoire qui est une forêt tropicale. Là, à ce moment-là, on a du stock à dire. On peut aborder des aspects scientifiques, donc là, la biodiversité, les écosystèmes. Ensuite, on peut embarquer dans la géographie. Une forêt tropicale, on a tout ça au Québec? Non, je ne penserais pas, là. Donc là, c'est l'emplacement des forêts tropicales, leur importance climatique. Donc là, le climat, il est différent. Là, on peut embarquer dans plein de choses. Sinon, dans un contexte littéraire, on a l'analyse des personnages, l'analyse narrative. On peut même embarquer dans les thèmes sociaux parce que dans les forêts tropicales, les personnes, c'est pas les mêmes cultures que nous. C'est le même mode de vie. Exactement. Et là, ces temps-ci, souvent, là, on a eu les feux de forêt, on a eu la déforestation. Donc, c'est des sujets super on peut aller loin. Exactement. Donc, c'est tous des sujets qu'on va venir interconnecter à partir du même outil, à partir de notre œuvre. Ensuite, Tu sais, tantôt, tu disais, c'est un peu... Oui, c'est plus complexe, je dirais, en amont, mettons, pour nous. Mais après, tu sais, veux pas, c'est sûr qu'on sauve du temps parce que sinon, on aurait dû faire un atelier sur ci, un atelier sur ça, un autre atelier sur ça, puis trouver des façons originales le plus possible ou intéressantes de le faire, tandis que là, tu sais, oui, c'est un peu plus de travail, mais en même temps, tu as un outil qui te sert à faire tout ce travail-là. Donc, c'est sûr que, c'est ça, c'est de trouver la... Qu'est-ce qui... Avec, exemple, je sais pas c'était quel album, là, mais ton idée, genre, avec les forêts et tout, exemple, qu'il y a un album relatif à ça, mais les élèves, ils n'ont pas l'impression là, qu'ils font de la science, qu'ils font de la géo, qu'ils font de l'histoire, qu'ils font de l'univers social, tu sais. Eux autres, ils font un gros projet qui sont investis, mais tu es capable de, comme, aller, toi, en tant que prof, les évaluer puis les observer sur tellement d'aspects. Fait que non, c'est sûr que ça les engage fois 1000. Ben, c'est ça. Puis l'intérêt reste plus présent parce que, justement, ils se sont engagés. Ensuite, c'est sûr que du côté
multidisciplinaire, mon Dieu, j'ai la misère à le dire. Il y a des avantages dans le sens où ça nous permet de rester dans le cadre d'une discipline. Donc, on reste dans le cadre, mais on enrichit notre enseignement avec la littérature. Donc, c'est tout aussi bon. Tu sais, je veux dire, c'est pas mauvais la multidisciplinarité. Il faut passer par là. C'est plus facile à mettre en œuvre. Puis ensuite, bon, il y a l'interdisciplinarité qui est plus significative, plus engageant, mais qui demande plus de liens, qui est plus complexe à mettre en œuvre. Justement, mettons, on parle de défis. Est-ce que tu penses que autant pour les nouveaux que les plus anciens enseignants intégrer de la littérature jeunesse, autant interdisciplinaire que juste dans leur enseignement, est-ce que tu penses que c'est les mêmes défis? Non. Non? Non. Je pense que quand tu es plus expérimenté, ben, tu connais plus tes concepts. Donc, c'est plus facile un petit peu là, de venir créer des liens, alors que quand tu débutes, mais là, tout est nouveau. La planification, là, ça va être plus demandant pour toi de ce côté-là. Une fois que tu connais tes concepts, que tu as l'expérience, là, c'est plus facile d'intégrer la littérature. Là. Mais ça se fait. Il y en a qui l'ont fait. Il faut juste beaucoup d'investissement par rapport à ça.